donner aux malades les moyens d'exercer leur libre arbitre, je dirais, sur leur environnement et surtout sur leur parcours de santé. C'est un droit collectif à la participation, à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques de santé par les associations. Nous avons besoin, collectivement, de réfléchir à la manière de donner de l'incarnation, de donner du sens à la démocratie en santé et de faire en sorte que celle-ci progresse. Je trouve qu'il y a beaucoup d'entrées dans la démocratie en santé, la représentation d'un côté, la participation de l'autre, et puis la co-construction encore, et puis les débats publics, et qu'on a besoin au fond d'avoir une cartographie de ce que c'est que la démocratie en santé. Les enjeux de santé se doivent d'être partagés par tous les citoyens, car ils touchent au plus profond, et je dirais même au plus intime, tous les citoyens. La démocratie en santé doit être favorisée, soutenue dans notre pays. La démocratie sanitaire, c'est une organisation de la société reconnaissant la capacité de chacun à connaître, décider et agir pour sa santé et pour la politique de santé. Cette formule qu'on a entendue plusieurs fois depuis ce matin, rien sans nous, mais rien sans nous, ça vient de là. Ce que clament les personnes, c'est à peu près ceci. Étant donné que vous ne pouvez rien faire pour sauver nos vies, écoutez au moins ce que nous avons à dire sur notre vécu de la maladie et reconnaissez-nous comme les maîtres de nos vies. Le numérique, c'est une émancipation, mais une émancipation, c'est pas, le mot n'est pas assez fort. C'est vraiment une prise de pouvoir radicale. Surtout, nous pourrions faire beaucoup plus, tous ensemble, si nos efforts convergeaient. C'est le sens de notre alliance au sein de l'Institut pour la démocratie en santé. Le pouvoir des malades n'est que l'autre nom donné à la volonté de guérir. Je ne vais pas poser la question de savoir est-ce que les usagers doivent avoir une place dans l'évaluation de l'innovation. Bien sûr que oui. La question qui est importante, c'est la responsabilité de l'institution de définir très clairement pourquoi elle a besoin et à quel niveau elle a besoin des usagers. La participation citoyenne, c'est un processus d'engagement obligatoire ou volontaire de personnes ordinaires, agissant seules ou au sein d'une organisation, en vue d'influer sur une décision portant sur des choix significatifs qui toucheront leur communauté. Typiquement sur la définition des critères d'utilité ou de bénéfice, le point de vue patient ou usager est absolument central. Je vous conseillerais d'abord d'aller regarder ce qui se passe du côté du CNLE, du Conseil national de lutte contre l'exclusion. Donc on invente le CNLE, le gouvernement de l'époque invente le CNLE, et assez rapidement met en place, donc il y a une série de collèges, les entrepreneurs, tout ce que vous voulez, et puis au bout d'un moment on se dit mais les personnes en situation de pauvreté ne sont pas dans le CNLE, et donc on va intégrer. Et on met en place, le CNLE met en place ce qu'il a appelé un 8e collège. Je crois que l'enseignement principal pour nous, c'est que ça nous oblige maintenant à une très grande transparence. On a annoncé qu'on les reverrait tous les ans. Il faut que ça bouge. Nous sommes aussi redevables de ce regard, devant ce regard citoyen, et on doit, dans la plus grande transparence, leur rendre des comptes. Je trouve que là, on a là un exemple intéressant, et on reviendra sur ce qu'on peut en tirer, mais il me semble qu'on a un exemple intéressant, en tout cas qu'il faut regarder, de participation de personnes en difficulté à de la construction ou à de la réflexion. Ce qui est l'élément fondateur pour lui du malade réformateur social, c'est cette idée qu'on va agréger des expériences individuelles pour en faire une expertise collective. Donc la question qu'on s'est posée, c'est comment faire le lien entre le rétablissement médical et l'insertion sociale et professionnelle, du moins la vie active des personnes concernées. L'accompagnement médico-social met en évidence une vérité très profonde, qui est que la parole n'est tout simplement pas audible s'il n'y a pas un effort d'écoute. L'importance de changer de regard. Alors dans la salle, on ose espérer que nous avons un public acquis à la démarche, à la nécessité de changer de regard. Néanmoins, ça reste aujourd'hui un enjeu et une priorité fondamentale de changer de regard sur ces enjeux qui nous concernent tous et sur lesquels on communique si mal. La clé de l'accompagnement, c'est qu'il ne va pas concerner un épisode particulier de la vie, mais qu'il y a de bonnes chances qu'il concerne la vie même, la vie tout entière.
Ça fait donc plus de 30 ans que nous essayons de promouvoir les démarches communautaires en santé. Donc nous sommes ravis de ce forum et de la création de l'Institut. Anticiper le plus en amont possible la place et le rôle qu'auront les personnes concernées et ne pas attendre que le projet soit fini et qu'on les consulte. Créer autant de fenêtres de participation que possible et trouver un temps aussi pour que toutes les parties prenantes puissent s'impliquer, notamment les praticiens et les familles. La question du patient sur le plan donc en face à face, individuel, face au pouvoir médical, entre guillemets, bien sûr, nous interroge sur l'équilibre de ce dialogue. Il a été parlé effectivement du déséquilibre de ce dialogue, de l'inégalité des positions ce matin, quand l'angoisse, la souffrance parfois se rajoute à l'ignorance, bien sûr, et s'invite dans cette relation. Je pense qu'on n'avancera pas complètement si on ne reconvoque pas au milieu de tout ça la vocation hippocratique qui est la nôtre et qu'est-ce qui nous meut, quel est le sens que l'on donne à notre pratique médicale. Dans l'histoire un petit peu de l'innovation dans ce secteur-là, il y a toujours eu une impuissance à mettre le patient au centre. Et cette impuissance, elle tient au fait que les cycles de développement de ces innovations sont des cycles qui prennent 15 ans et qu'un patient, quand il a un problème, il a besoin d'une réponse maintenant. C'est très certainement du monde du numérique que pourront venir les évolutions. Créer des passerelles entre les interlocuteurs et les intervenants pour accompagner la personne dans son rétablissement et dans son épanouissement en tant que citoyen. Et là, il y a un foisonnement d'expériences, de terrain, de réflexions sur d'autres domaines, de sociologues, de philosophes, des médecins, des patients. On a vraiment l'impression qu'il y a un nouveau modèle qui est en train de se mettre en place. Beaucoup a été fait, à commencer par la création de cet institut dont on se félicite tous, mais en même temps, il reste encore, je crois, de l'espace pour beaucoup d'audace. Nous aurons besoin de davantage de démocratie en santé pour remettre en cause des équilibres depuis trop longtemps établis et pas toujours propices au changement. Reste qu'en la matière, les outils et les méthodes demeurent à développer. Cet institut doit s'inscrire dans le mouvement pour le renforcement de la démocratie en santé. Il doit être le catalyseur des initiatives et des réflexions pour mieux prendre en compte la voix des usagers. L'IPDS, en somme, on en parle encore au futur. C'est une réflexion en cours, dont la journée d'aujourd'hui est une étape clé, car ce que nous voulons, c'est forger ensemble et avec vous notre programme de travail au service de vos besoins. Catalyser, développer, prospecter pour le compte d'une plus grande citoyenneté en santé avec vous. Notre programme de travail immédiat, donc vous le voyez, c'est la mise en place des vecteurs qui vont nous permettre de faire de chacun d'entre vous des compagnons de route de l'IPDS.